Elma Malitel. Bonjour à tous, il est 13 h et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. La voie est désormais libre sur l'axe Bamako-Kaï. Les barricades ont été levées hier nuit suite à l'intervention du responsable des renseignements du Mali, le général Moussa Diawara. Il promet le démarrage des travaux le 20 septembre prochain. Vous entendrez Adama Ben Diarra, membre du collectif Sirako de Kati. Le 27 août est déclaré Journée internationale de lutte contre le terrorisme. Il y a 4 ans, le bar-restaurant La Terrasse était attaqué par les terroristes et justement, Mahamadou Kane va revenir sur les faits dans ce journal. En Côte d'Ivoire, nomination des représentants au sein de la nouvelle commission électorale. On fera le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et puis sport, Jeux africains Maroc 2019. En football, les Aiglons quittent la compétition après son échec au tir au but face au Nigeria. Bienvenue à tous dans ce journal qu'on ouvre avec cette brève. Les forces armées du Mali sont tombées dans une embuscade ce mardi entre Douanza et Ombori. Il y a 3 morts et 7 blessés, dont certains grièvement. Fin de blocage du trafic Kaï-Bamako. Les barricades ont été levées hier nuit. C'était suite à l'intervention du général Moussa Diawara, directeur de la DGSE malienne. Il a promis aux jeunes de Kati que les travaux de réhabilitation de la route débuteront le 20 septembre prochain. Kassim Traoré s'est entretenu. Adama Ben Diarra, nous l'écoutons, membre du collectif Sirako de Kati. On vient juste de terminer une rencontre avec le directeur général de la sécurité d'État, à l'occurrence le général Moussa Diawara, donc à leur bureau, et suite à laquelle il nous a donné un délai débutif des travaux de reconstruction de la RN3, c'est-à-dire le 20 septembre 2019, soit 3 semaines. Et à partir de là, que le ministre des Transports également va donner satisfaction à nos deux autres points de doléances qui sont la relance du train et la relance de l'aéroport Dak-Dak-Kaï. Donc par rapport au premier point qui portait sur la démission de Madame le ministre des Infrastructures, donc ce point-là, ils nous ont demandé vraiment d'accorder ce point et que on ne doit pas aller à un état affaibli. Donc et que voilà, déjà le message est compris. Le message a été non seulement entendu, mais le message a surtout été compris par les gouvernants et que vraiment ils ont tiré des enseignements. Donc pour ce faire, sur les 4 points de revendication, on peut dire que nous avons une satisfaction sur 3 points. Et en quelle qualité le général Diawara est venu vous voir? Alors, il est venu nous voir en tant que représentant spécial du président, surtout quand le président est en déplacement. Notre président est actuellement au Japon. Lui, il a décidé de prendre les choses en main parce qu'il trouve qu'il y va de la sûreté de l'État, vu l'importance stratégique que cette route apporte à l'économie malienne. À l'instant, c'était Adama Ben Diarra, membre du collectif Sirako de Kati. Il était interrogé par Kassim Traoré. Je vous le disais à l'instant dans les titres, hier mardi 27 août était consacré Journée internationale de lutte contre le terrorisme. À cette occasion, intéressons-nous à la toute première attaque terroriste de l'histoire contre les expatriés à Bamako, la capitale malienne. L'homme d'affaires libanais Wahib Assi est un témoin clé de ce triste événement qui a frappé son établissement, le bar-restaurant La Terrasse, situé sur la célèbre rue Princesse de Bamako en 2015. 4 ans après, il revient sur les faits de ce que cela a changé dans son quotidien. C'est un reportage de Mahamadou Kane. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars 2015, aux environs de minuit et demi, un homme armé non identifié pénètre dans le bar-restaurant La Terrasse, encore rempli de clients. Le propriétaire du restaurant, Wahib Assi, se souvient de l'instant de l'attaque. J'étais là à la caisse, j'entends un coup de feu. Je regarde derrière, je vois rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de monde. C'était de l'autre côté du bar, c'est-à-dire derrière moi à 4 mètres. J'ai entendu le premier tir, il a tiré la première fois, pap,
comme ça, je regardais derrière. Après, papa, moi et mes employés qui travaillaient, mes filles, c'est-à-dire qui travaillaient à terre. Et moi, je suis resté là à faire sortir tout le monde à la cuisine. Mais lui, il a fait son coup vite, et il est parti. Ça a pris combien de temps? Même pas 5 minutes, et il est parti. Les terroristes abattent 2 personnes sur la terrasse, puis fait 3 autres victimes dans la rue Princesse. Selon un bilan officiel, 3 Maliens, dont une femme, un Belge et un Français, perdent la vie cette nuit-là. Les blessés sont au nombre de 9. L'attaque est revendiquée par le groupe salafiste Al-Mourabitoun. Wahib était alors sous le choc et prêt de tout abandonner. Après cette attaque, je dis c'est fini. Je ferme ou je ferme pas, mais c'est la fin. Et c'est vrai, c'était presque la fin. C'est moi, j'ai refusé de fermer ou j'ai refusé de céder. Je suis resté longtemps, même un an et demi. Il n'y avait même pas 2-3 clients, comme ça, j'ai souffert vraiment. Avant l'attaque, la terrasse affichait complet tous les week-ends. 4 ans après, Wahib, qui vit au Mali depuis 19 ans et qui avait ouvert son établissement en 2006, tente tant bien que mal de se remettre de cet événement qui a bouleversé sa vie. Les familles qui venaient, ils ne viennent plus. Il y a quelques militaires et les ONU, MINUSMA, tout ça là, ils venaient. Et voilà, mais je suis là encore et on est en train de revenir un peu, petit à petit. Mais pour le moment, on est à 50%. Aujourd'hui, l'établissement du Wahib et de son fils Tarek a changé de nom. Il s'appelle désormais Doudou la Terrasse, une façon de chercher les démons du passé, dit-il. Celui qu'on appelle affectueusement le vieux a dû toutefois installer des portiques de sécurité et embaucher des agents de sécurité qui procèdent à des fouilles corporelles à l'entrée de son établissement. La situation d'insécurité dans les régions de Ségou et Mopti s'expliquerait par la faiblesse de l'État. Du moins, c'est ce que pense le président du parti CODEM, Ousseini Amionguindo. Il n'est pas d'accord que le conflit dans les plateaux soit ethnique. Je pense que la première des choses, c'est d'abord le retour de la sécurité. C'est vraiment la première des choses. Cette question aussi a beaucoup souffert de manipulation. Très souvent, des gens résidaient à Bamako, alors souvent en mal de popularité ou souvent pour faire mal à un tel, se sont toujours mis à instrumentaliser ces conflits. Et souvent leur donnant des attitudes, à dire tribales ou communautaires. C'est pas le cas, je l'ai dit. Au pays de Dogon, on dit que c'est un Dogon Peul. Mais comment ils expliquent ce qui se passe à Massina? Est-ce que c'est des Dogons qui sont à Massina? Je pense qu'il faut que les gens aient l'honnêteté de dire la vérité. Je sais que ça arrange beaucoup que notre conflit soit interprété comme un conflit ethnique, mais je voudrais quand même qu'il j'essaie aussi d'interpréter, au lieu de dire Dogon Peul au Mali, mais qu'il parle aussi de ce qui se passe à Massina. Ce qui se passe à Djenné, il n'y a pas de Dogon à Djenné, il n'y a pas de Dogon à Massina, il n'y a pas de Dogon à Menaka, ça se passe là-bas. La même chose se passe à Gao, ce n'est pas des Dogons qui sont là-bas. Donc honnêtement, on peut réduire ça non seulement à une faiblesse de l'État, mais aussi à la pression autour des ressources naturelles qui se raréfient. Et d'ailleurs, le cas est en train de plus en plus se voir sa descente, parce que vers le sud, nous avons fait des tournées dans des forêts dans la région de Sikasso, mais il y a des villages qui ne s'adressent plus la parole à cause de ces forêts, parce que chacun s'installe dedans, puisque ça n'appartient à personne. Alors donc, c'est devenu, à dire, un terrain de gangstering. Donc le plus fort, elle s'installe. Voilà, à l'instant, c'était Ousseini Amionguindo, le président du parti CODEM, Convergence pour le développement du Mali. Sur un autre sujet, l'association des procureurs et poursuivants conteste la loi d'entente nationale. Selon elle, c'est une violation des lois maliennes, précisément dans la procédure pénale. Cheikh Mohamed Chérif Koné est le président de l'association des procureurs et poursuivants. Nous l'écoutons. Il faut voir, au même moment où le même gouvernement s'engage à organiser le procès de Amadou Aya, et c'est ce même moment qu'on nous brandit ce texte-là. Qui va appliquer ce texte? Mais ce n'est pas les procureurs. Nous n'allons appliquer que le code de procédure pénale. Et c'est ce qui nous lie. Et ce code de procédure pénale est 1000 fois supérieur à un simple texte, un simple texte comme ça, qui manque de légitimité. Donc, parce que, encore une fois, si on était dans un autre pays, tous ces individus impliqués dans l'élaboration de ce texte-là auraient dû être poursuivis pour forfaiture, pour coalition de fonctionnaires contre les lois de la République. Parce que c'est comme si ces gens se sont regroupés pour éviter, pour faire obstacle
à l'application des lois de la République du Mali. Quand ils disent que c'est une loi d'entente, qui ils ont vu? Ils n'ont vu personne. Est-ce qu'ils ont vu les victimes? Pas du tout. Ils se sont assis entre eux sous la pression du gouvernement à qui ils doivent, parce que le gouvernement leur donne des choses qu'ils ne méritent pas. Donc, et pour eux, quand quelque chose vient du gouvernement, il faut se précipiter pour le faire. Donc, nous, on n'est pas d'accord, on n'est pas du gouvernement, on n'est pas de l'Assemblée nationale, mais nous sommes des Maliens et nous allons nous battre pour que ce pays puisse rester debout. Interrogé par Kassim Traoré, Cheikh Mohamed Chérif Kouné, président de l'Association des procureurs poursuivants. 13h10, place à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, l'heure est à la nomination des représentants au sein de la nouvelle commission électorale. À 14 mois de la présidentielle, une grande partie de l'opposition et de la société civile rejette le nouvel organe. Pour l'heure, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, n'envoie personne au sein de la nouvelle instance électorale. La branche légale du Front populaire ivoirien, FPI, dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé également qu'elle refusait de nommer un représentant. Idem pour la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui regroupe notamment la branche du FPI restée fidèle à Laurent Gbagbo. En République démocratique du Congo, les réactions de la communauté internationale après la nomination du premier gouvernement de Félix Tshisekedi sont un enjeu de taille pour le pays qui cherche à renouer avec ses partenaires et notamment le Fonds monétaire international. Les premiers à féliciter la RDC pour la formation de ce gouvernement sont, comme souvent, les États-Unis. Ambassadeurs, secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaine, tous se disent prêts non seulement à collaborer avec la nouvelle équipe, mais aussi à faire fructifier la relation désormais privilégiée qui lie Washington à Kinshasa depuis l'investiture de Félix Tshisekedi. Au Tchad, le verdict est tombé ce mardi 27 août pour plus de 200 membres d'une colonne rebelle stoppée par une intervention de l'aviation française alors qu'ils faisaient route vers la capitale N'Djamena début février. Le ministre de la Justice a annoncé la décision de la Cour. Le chef des rebelles en exil, Timan Erdimi, écope de la perpétuité. Les commandants et les soldats de peine allant de 20 ans à 10 ans de prison et plusieurs mineurs ont été relaxés. Et puis pour terminer, le premier président de la Gambie, Daouda Jawara, est décédé ce mardi 27 août à l'âge de 95 ans. Sa famille a confirmé sa mort dans l'après-midi dans sa résidence à Fajara, à 15 km de la capitale, Banjul. Il était le père de l'indépendance de la Gambie. Daouda Jawara était le plus ancien président d'un État africain au moment de sa destitution en juillet 1994. Il venait alors de passer plus de 24 années à la tête de la République gambienne. Retour à l'actualité nationale pour parler des tricycles, communément appelés katakatani ou encore mototaxi. Ils ont révolutionné le secteur du transport. Ces engins sont devenus de véritables sources de revenus pour ses propriétaires et conducteurs. C'est aussi une aubaine pour les commerçants qui les jugent pratiques à un prix abordable. Haramatou Aïdara. Les motos à 3 roues sont devenues les principaux porte-bagages pour les commerçants. Elles ont gagné une place de roi dans les différents marchés de Bamako. Pour les conducteurs de ces engins, c'est un moyen pour eux de joindre les deux bouts. Je suis conducteur de katakatani. À part ça, je fais l'apprenti, mais actuellement, notre véhicule est en panne. Conducteur de katakatani, des fois, je fais le 7 pour quelqu'un d'autre. Ma recette s'élève à 4 000. Je peux gagner 7 500, 10 000 au maximum par jour, en plus de l'essence que je paye. Par contre, les conducteurs de ces motos à 3 roues supportent mal leur relation avec les policiers. Les policiers nous fatiguent trop, souvent quand ils prennent les motos et qu'ils les amènent au groupement mobile de sécurité GMS, ils demandent la somme de 15 000 pour pouvoir les récupérer en ajoutant que c'est mieux de prendre la vignette
Bon, si c'est pour le papier qu'ils nous le disent, nous allons en faire pour nos motos et qu'ils nous laissent circuler comme les autres citoyens. Cependant, certains ont leur papier, mais les policiers leur sautent de l'argent quand même. Mon souhait est qu'ils laissent circuler les tricycles, à chacun son pain quotidien. En plus des problèmes énumérés ci-dessus, ces conducteurs décrient la mesure prise par la mairie centrale de Bamako qui limite leur accès à certains axes de la capitale. Merci Ramatou Aïdara pour ces précisions. Parlons sport à présent. Jeux africains Maroc 2019. Le Mali éliminé au tournoi de football masculin. Les Aiglons ont perdu au tir au but 4-5 face au Nigeria hier mardi après un score vierge à l'issue des temps réglementaires. Le résumé du match avec notre envoyé spécial au Royaume chérifien, Sékou Kouni. Le Mali ne jouera pas la finale du tournoi de football masculin des 12e Jeux africains à Rabat. La faute au Nigeria qui gagne au tir au but 5-4 après 0 partout à l'issue des 120 minutes. Siaka Balo, milieu de terrain. Vraiment, il y a un manque d'application qui nous a beaucoup manqué. On n'a pas été du tout appliqué au centre de tir au but. Mais dans le jeu également, on a vu que vous avez eu beaucoup de difficultés. Ça, c'est dû au temps de repos. On n'a pas eu trop de repos. Vu au match de Ghana, on n'a eu que 2 jours de repos. Et ils se sont un peu reposés plus que nous. Dominateur dans les jeux, avec notamment plusieurs occasions créées, les Nigérians ratent l'ouverture du score grâce à un penalty bloqué par le gardien malien Al-Khalifa Koulibaly à la 22e minute. Trop de déchets dans la production du jeu, l'équipe malienne n'a pas pu saisir l'occasion de s'imposer au tir au but car les 3 premiers tireurs nigériens ont tous raté. Mamoutou Kane, sélectionneur des Aiglons. Je pense que dans le jeu, les deux équipes ont joué et ça a été un jeu équilibré, très équilibré. On a eu la chance, on a laissé la chance passer par nos doigts. Moi je pense que chez les jeunes également, la plupart n'ont pas fait de grandes compétitions. C'est ce qui veut que les tirs au but, ça a été une pression un peu sur eux, mais je pense qu'ils n'ont pas démérité. Avec cette défaite, le Mali tentera de décrocher la médaille de bronze face au Sénégal, battu dans l'autre demi-finale par le Burkina Faso, au tir au but 5-4 après 1 partout à l'issue de la partie. Ce sera ce jeudi au centre sportif de la SFAR à 15h temps universel. À Rabat, au Maroc, pour la 12e édition des Jeux africains, Sékou Koné pour Clédou Info. 13 heures passées de 18 minutes, fin de ce journal, tout de suite votre chronique élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.